Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler à nouveau de Handel et cette fois-ci de Handel et de sa carrière comme musicien officiel de la cour d'Angleterre. Vous vous en rappelez, étant parti de la Halle, il a fait un voyage à Hambourg, il a ensuite fait un voyage en Italie, il a été Kapellmeister, il est encore Kapellmeister d'ailleurs de l'électeur du Hanovre et puis il arrive en Angleterre. Il va faire un premier voyage, un triomphe avec Rinaldo, un court voyage encore au Hanovre et puis il revient, c'est définitif, il restera toute sa vie en Angleterre. Et comme il va y rester, comme il décide d'en faire sa patrie, il ne va pas simplement s'y positionner comme un musicien étranger, mais véritablement comme un Anglais. Comment va-t-il le faire? Eh bien tout simplement, il va se positionner dans des musiques de circonstances typiquement anglaises. Il existait deux traditions à l'époque où Handel arrive et qui dataient de Purcell. La première était de donner une ode pour l'anniversaire du souverain, et puis la seconde était de donner pour la fête de la Sainte-Cécile un Te Deum qui avait été composé donc, par Purcell. Lorsque Handel revient, il va écrire pour la reine Anne une ode qui va être jouée le 6 février. Et puis, fait aussi très important, c'est qu'il va décider d'écrire un Te Deum pour la paix d'Utrecht. Alors, la guerre de succession d'Espagne vient de se terminer par ce traité d'Utrecht qui date du 31 mars 1713, sauf que ce dont on se rend compte en lisant les manuscrits, c'est que la musique de Handel date de janvier. Que peut-on en conclure? Tout simplement que le musicien a perçu là vraiment un événement de taille qui va lui permettre de se positionner comme le chantre des émotions anglaises. Il va donc écrire ce Te Deum et ne pas se laisser se faire prendre de coups. La mission réussit très bien puisqu'il va pouvoir il va donner son Te Deum donc le 7 juillet à l'église Saint-Paul en 1713 et surtout ce qui va être très important c'est qu'à partir de 1713 son Te Deum va être donné alternativement avec celui de Purcell pour la fête de la Sainte-Cécile. Il a donc été véritablement accepté par la capitale comme musicien, on pourrait dire presque anglais. Qu'est-ce qui a permis ça? Alors, il y a deux choses, on l'a déjà dit, il y a vraiment eu un triomphe pour le Rinaldo. L'opéra seria est très peu implanté en Angleterre, il est la première œuvre de taille à être représentée, et donc on peut penser que c'est déjà la première étape qui a permis de le faire accepter. La deuxième, c'est très certainement qu'il a été précédé par sa réputation. En Italie, il a côtoyé les grandes cours, il a écrit de la musique somptueuse pour l'Église catholique. Il est évident que c'est ça qui lui a valu donc, son poste de Kapellmeister au Hanovre, et c'est ça également qui lui a permis de rencontrer très rapidement la reine Anne en arrivant en Angleterre. C'est donc tout naturellement qu'il écrit une ode pour son anniversaire, c'est aussi tout naturellement qu'elle va lui donner une rente. Il devient donc musicien officieux. Pourquoi officieux? Eh bien parce qu'il n'est pas anglais. Le Parlement a signé le fait que les étrangers ne peuvent pas recevoir de rente par le souverain, et puis ils n'ont pas le droit non plus d'avoir des charges des offices civils ou militaires. Handel reste donc officieux, mais véritablement choisi par la cour pour des musiques qui sont très importantes dans la tradition populaire anglaise. La reine Anne va décéder en juin 1714 et à ce moment-là, c'est le roi Georges Ier de Hanovre qui lui succède. Georges Ier de Hanovre est l'employeur de Handel, c'est lui qui l'a employé au Hanovre. Comment va-t-il recevoir son musicien quand il va arriver en Angleterre? Eh bien évidemment, il va être très heureux de le retrouver. Il faut imaginer que Georges Ier de Hanovre a été laissé à l'écart du pouvoir et de son futur royaume par la reine Anne qui ne l'appréciait pas. Et il est évident que c'est une campagne de publicité assez intéressante pour lui d'avoir été précédé par un musicien qui a tellement reçu l'accessite de la population. Voilà, il est donc maintenant musicien pour Georges Ier de Hanovre, et c'est d'ailleurs sous ce roi qu'il va écrire la Water Music, et pour lui, à l'occasion, le 17 juillet 1717, d'une ballade aquatique. Cette œuvre va beaucoup plaire au roi, il va demander il va la bisser 2 fois, donc elle va être jouée à 3 reprises. Alors les suites de danse, donc les suites orchestrales, sont dans la lignée des suites de danse. Elles vont donc utiliser les danses populaires, la métrique, le tempo, toutes leurs caractéristiques. Et donc je vais vous faire tout de suite écouter la bourrée de la première suite de cette Water Music.
est extrêmement populaire. Les musiques d'ailleurs que Handel a écrites pour le pouvoir, toutes les musiques de circonstance, ont toujours beaucoup fait pour sa popularité, loin des querelles de théâtre qui lui ont valu beaucoup de désagréments. Ce sont véritablement celles-ci qui lui ont permis d'être un musicien populaire en Angleterre et très spécialement à Londres. C'est également sous le règne de Georges Ier de Hanovre qu'il va obtenir la nationalité anglaise. Vous vous en rappelez, il était musicien officieusement. Évidemment, le fait de devenir anglais va lui permettre de passer un cap. Handel l'a-t-il pressenti, le roi Georges Ier allait mourir. Ce qui va se passer, c'est que, évidemment, avec le couronnement de son successeur, son fils le roi Georges II, il va y avoir des réjouissances, des musiques du couronnement. C'est Handel, tout fraîchement devenu anglais, qui va se voir confier cet insigne honneur de composer les musiques du couronnement. Les 4 hymnes du couronnement vont être très populaires. La première est encore jouée pour les couronnements royaux en Angleterre. Je vous fais tout de suite entendre la première hymne, Zadok le prêtre. Handel va beaucoup l'apprécier, il va beaucoup la réutiliser. Nous en reparlerons, Handel va beaucoup pratiquer l'autoparodie, donc utilisation d'anciens matériaux musicaux pour refaire une nouvelle musique, l'enrichir. Il va beaucoup se servir des hymnes du couronnement qui lui plaisent beaucoup, et puis il le fait a fortiori quand les œuvres sont faites pour être données à une seule reprise. Par nature, les œuvres de circonstance doivent être données une fois, donc Handel va réutiliser ce matériau, et puis pour vous donner un exemple, je vais tout de suite vous faire écouter un petit passage de l'oratorio Joseph et ses frères. Vous allez entendre la parenté avec notre premier hymne du couronnement, elle est évidente. Vous avez donc pu entendre la parenté entre ces deux œuvres, malgré le fait que Handel ait voulu réutiliser ce matériau qui était vraiment une de ses capacités, de ses qualités, de savoir réutiliser, de donner une fécondité à la première étincelle de la composition, eh bien les œuvres ne vont pas du tout tomber dans l'oubli, elles vont être très populaires, elles vont être données d'une part dans les concerts de charité, et également dans les tavernes qui étaient des lieux privilégiés de rencontres d'académies musicales.
Vous l'avez donc compris, Handel a su se positionner dès que les événements lui permettaient de se faire le chantre de la musique anglaise. Il va également être positionné par le souverain. Nous l'avons dit, il y a eu en 1713 le Te Deum de la paix d'Utrecht qui va être, on peut le dire, un coup de force qui va lui permettre de se mettre en avant sur la scène musicale officielle. Quelques années après, il va y avoir un autre Te Deum qui va être très important, c'est le Te Deum de Dettingen. Lors de la guerre de succession d'Autriche, il va y avoir une bataille qui va être gagnée, la bataille de Dettingen en 1743. Il va écrire un Te Deum et à partir de 1743, eh bien, Handel sera seul à l'affiche pour la Sainte-Cécile. C'est très important. Avant 1713, Purcell régnait seul sur cette fête. À partir de 1713, Handel et Purcell se partageaient l'affiche. À partir de 1743, Handel est définitivement accepté, admis et puis mis au rang de premier musicien de la nation. À la fin de la guerre de succession d'Autriche, il va y avoir des réjouissances, des feux d'artifice. À ce moment-là, c'est le roi qui va commander à Handel la musique des feux d'artifice royaux. Il y a une grande fête très populaire, donc Handel écrit la musique, donc dans la suite de la Water Music dont nous avons déjà parlé, puisqu'il s'agit également d'une suite de danse. Et puis il va y avoir une très grande mise en scène architecturale due à Servandoni, à qui l'on doit donc la façade de Saint-Sulpice à Paris, et puis des feux d'artifice. Évidemment, je vous laisse à présent écouter le menuet de cette musique des feux d'artifice royaux. Des feux d'artifice royaux, comme la suite orchestrale de la Water Music, a beaucoup fait pour la gloire de Handel. Après cet événement-là, il va y en avoir un dernier qui va beaucoup compter, c'est la tentative de restauration jacobite. À ce moment-là, il va y avoir une tentative de remettre sur le trône un prétendant Stuart à la place de Georges II de Hanovre. Ce sera sans grand danger pour Georges II de Hanovre, ce sera en tout cas une source de soucis, d'émoi très important pour la population, principalement pour la population londonienne. À ce moment-là, comme au moment de la paix d'Utrecht, c'est de façon personnelle que Handel va se positionner. Il va écrire l'oratorio de circonstance sur un texte de John Milton et il va donner cette œuvre le 14 février 1746 pour célébrer la première victoire de Georges II de Hanovre, la victoire de Culloden. Quelque temps après, lorsque la victoire sera décisive, il écrira un oratorio. Il s'agit de Judas Maccabée, donc sur le thème de ce chef israélite qui va mener son peuple à la victoire, thème fort bien choisi pour compter la joie de la victoire après les angoisses de la bataille. Après cet événement-là, on peut dire que plus personne ne remet en question Handel. Il a pu être détesté dans le monde du théâtre, on peut avoir détesté ses manières de faire, sa dureté en face des musiciens, principalement des chanteurs. On ne peut nier qu'il soit le chantre de la musique anglaise, le chantre que les Anglais se sont choisis. Et pourtant, je vous l'ai dit, cela n'était pas gagné. Handel a connu de grandes déconvenues dans le milieu de l'opéra qu'il s'était choisi. Il a vécu beaucoup de déconvenues, il a aussi porté beaucoup de projets à bras-le-corps. Je voudrais vous parler de ces projets-là et surtout de l'Académie royale de musique. Ce sont des projets passionnants qui lui ont valu beaucoup de gloire, mais aussi beaucoup de désagréments, de graves maladies et qui nous ont valu à nous des opéras extraordinaires que nous avons encore la joie de voir sur nos scènes. Je vous propose donc ce sujet pour notre prochaine causerie. En attendant, je voudrais que nous écoutions une dernière œuvre. Il s'agit de l'oratorio de circonstance qui nous permettra de nous rappeler à quel point Handel était passé maître dans l'art de glorifier la majesté, qu'elle soit humaine ou divine.